Amis des semi-conducteurs pas chers, bonjour. Alors pourquoi j'attaque avec cette phrase? J'ai déjà parlé, il y a déjà pas mal de temps, d'une vidéo qui parlait en fait de la contrefaçon de certains composants. Et j'aimerais revenir un petit peu sur ce sujet pour vous donner quelques pistes de réflexion et surtout éventuellement quelques idées ou méthodes qui peuvent permettre éventuellement de séparer le bon grain de l'ivraie, comme on dit. En effet, hein, je rappelle rapidement, c'est quoi cette histoire de contrefaçon? Il se trouve que certains vendeurs malhonnêtes prennent des composants, passent ce qui a marqué dessus, et remarquent des choses différentes. Alors, il y a un petit peu de tout là-dedans. Il y a vraiment le gros arnaqueur, donc lui, il prend un circuit intégré, il voit qu'il y a 8 pattes, il remarque n'importe quoi dessus, donc en fait, là, c'est carrément un truc, ça marchera pas du tout, enfin voilà, ça n'a aucune chance de fonctionner. Mais des fois, c'est un petit peu plus subtil que ça. Par exemple, il y a des semi-conducteurs qui existent en différentes versions de tolérance, de précision, et ben voilà, on va changer la lettre. Alors, des fois aussi, voilà, enfin, il y a énormément de modèles de transistors, il y en a, voilà, on va les changer, du moment que le boîtier a l'air à peu près de la même chose, et faire que, voilà, un transistor, je sais pas, par exemple, un modèle haute tension 300 volts, on prend un modèle basse tension, hop, on marque dessus la référence et voilà, roule ma peau. Il y a aussi le cas, hein, j'en ai été victime une fois, de composants qui, eux, à la limite, sont bien marqués, mais qui qui font partie de lots défectueux. J'avais acheté comme ça, en croyant faire une bonne affaire, tout un lot de TVS sur eBay, et en fait, sur ce lot de TVS, les 3/4 étaient complètement pourris, enfin, ils marchaient bizarrement, ils marchaient pas, enfin, voilà, donc ça c'est typiquement des trucs qui sont récupérés dans les poubelles des fabricants, et que certains malhonnêtes revendent. Alors, comment faire pour éviter ça? Alors, la première idée qui vient à l'esprit, c'est déjà d'essayer d'acheter chez des revendeurs sérieux. Et généralement, si on va chez des Radiosper, TME, voilà, enfin des Farnell et autres, c'est généralement quand même des gens qui éviteront ce genre de blagues. Vous aurez généralement des composants certifiés. Il y a deux problèmes à ça. D'abord, c'est pas le même prix, faut reconnaître. Et aussi, des fois, il y a des modèles qui ne se fabriquent plus. Hein, vous réparez un vieil ampli. Là, je vais vous faire une démo avec un BD135. Est-ce que ça se fabrique encore? J'en sais rien. Et là, ça peut être plus gênant parce que dans ce cas-là, souvent, ils n'ont pas ces modèles-là. Et voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On cherche sur Internet. C'est vrai que des fois, on trouvera en Asie ces composants à des prix qui défient toute concurrence. Puis en même temps, c'est un peu dommage parce que, je veux dire, il n'y a pas que des arnaques non plus. Moi, j'ai acheté pas mal de composants comme ça sur Ali, Banggood, eBay et compagnie. Et dans plein de cas, j'ai eu des composants qui marchaient très bien, enfin, je veux dire, qui correspondaient bien à la réalité. Après, il y en a qui font ça à la 2-sac silicium, en enlevant, voilà, en grattant pour comparer la puce et ainsi de suite. Alors d'abord, souvent c'est destructif, donc s'il faut bousiller ces transistors pour voir s'ils sont bons, c'est pas forcément bon. Puis en même temps, c'est quand même réservé un petit peu à des spécialistes, ou alors il faut pouvoir avoir un élément de comparaison. Et encore, ça veut même rien dire, parce que si vous comparez la puce d'un 2N3055, vous trouverez plein de puces différentes, alors que c'est tous des 2N3055, hein, surtout qu'il y a eu des procédés de fabrication qui ont changé entre les premiers modèles et ensuite. Donc honnêtement, c'est pas évident. Comment faire? Alors, il y a plusieurs méthodes. Il y a la méthode bourrin qui consiste à dire, voilà, j'ai le transistor, je le mets à la place dans le circuit où il devait aller, et puis je vais bien voir, si tout explose, c'est qu'il n'était pas bon. Mais c'est pas tellement satisfaisant de faire ça pour plusieurs raisons. D'abord, parce que ça peut en cramant faire des dommages collatéraux. Puis en plus, des fois, on aura le doute. Est-ce que c'est vraiment le composant qui était pas bon, ou il y avait une autre panne dans l'ampli, dans le truc qu'on répare, et qu'on n'a pas vu. Donc ça, c'est pas quand même forcément la meilleure chose. Alors après, ce qu'on peut faire, et on va le voir, dans certains cas, et surtout pour des semi-conducteurs discrets, on peut assez facilement, des fois, faire au moins certaines mesures de base qui permettent quand même de se faire une idée si le composant qu'on a, déjà, il est bon, et s'il y a quand même des chances d'être réellement ce qu'il prétend être. Alors, voyons ça plus en détail. Donc, pour illustrer notre propos, voici un BD135. Donc voilà, j'ai commandé sur eBay ou Ali ou je sais pas où un BD135 et je reçois ce transistor qui est bien noté BD135. Il n'y a rien à dire dessus. Le problème, c'est que j'ai potentiellement un doute. C'est un vrai BD135 ou c'est un fake et un autre transistor remarqué et tout. C'est donc pas évident de le savoir. Par contre, ce qu'on peut facilement faire, c'est un certain nombre de mesures et vérifier en fait qu'il est au moins conforme sur certains de ses paramètres avec le datasheet. Voici le datasheet du BD135.
Hein, on peut voir son boîtier, donc le boîtier, là, on peut voir que ça correspond bien, il n'y a rien à dire. On peut voir le brochage, on peut voir que c'est un transistor NPN. Donc la première chose, c'est déjà de tester, voir s'il est bon, et voir si c'est bien un transistor NPN. Bon, pour faire ça, hein, je ne vais pas le faire, parce que je vous l'ai déjà montré X fois, mais enfin voilà, avec un multimètre, hein, un transistor, on peut déjà tester que c'est un petit peu comme deux diodes, mis comme ça, donc ça nous permettrait de voir quoi, bah, que c'est bien un NPN, et si on teste bien cette configuration-là, qu'a priori, il est, dire, pas mort. Maintenant, on peut faire un petit peu mieux, avec tous ces petits transistors chinois, là, genre TC1, que je vous ai déjà montré. Donc lançons le test. Voilà, et alors là, ce qui est déjà intéressant, il voit que c'est bien un BJT, hein, un Bipolar Junction Transistor. Il voit que c'est bien un NPN. On peut voir que le brochage qu'il trouve est bien, je veux dire, conforme avec le datasheet. Donc ça, c'est une bonne chose. Et il nous indique aussi un gain de 291 pour une tension base émetteur de 666 mV et un courant collecteur de 6,3 mA. Alors, si on regarde le datasheet, hein, au niveau du gain, on peut voir que pour un courant de collecteur faible, hein, 5 mA, eh ben, il nous dit que c'est au minimum 25, et bah, ici il ne met même pas de max. Donc on peut considérer que par rapport au datasheet, pour un courant faible comme ça, il n'y a absolument rien à dire. Maintenant où il faut faire attention, c'est que les transistors de puissance, le gain, je veux dire, varie considérablement avec le courant collecteur. Et généralement, si on utilise un transistor comme ça, c'est pas pour l'utiliser avec un courant collecteur aussi faible que 5 ou 6 mA. Hein, c'est un truc, là, c'est typiquement un push-pull ou carrément pour un petit ampli audio de basse puissance. Donc, il travaillera sans doute avec des courants plus élevés. Donc, bah, une des choses qu'on va pouvoir faire, on va le faire tout à l'heure, justement, bah, c'est essayer d'estimer son gain. Voilà, par exemple, avec un courant justement de 0,5 ampères, hein, un VCE de 2 volts, et voir si pour le coup il est toujours supérieur à 25, ce qui prouve que bah, au moins il serait bon. Donc voilà un petit peu où on en est. Alors dans les choses qu'on peut tester assez facilement, je veux dire, enfin voilà, qu'est-ce qu'on peut voir aussi sur le datasheet qui est intéressant, c'est que la tension, la fameuse VCBO et surtout VCEO, c'est-à-dire en fait la tension collecteur-émetteur avec un courant de base nulle, et ben sur un BD65 ça doit être au moins 45 volts. Hein, la tension collecteur base, souvent elle est même supérieure, là c'est la même, hein, mais elle est souvent supérieure. Enfin bon, je veux dire, dans le cas d'un ampli, je pense qu'on peut raisonnablement dire que si déjà là, on arrive à mesurer la tension aux bandes de ce transistor et voir qu'il tient 45 volts, bah, ça veut dire que ça prouvera pas du tout que c'est un BD135, mais ça prouvera que si je le mets dans un montage où un BD135 faisait l'affaire d'un point de vue tension, il y a des chances que ça le fasse. Et on peut voir aussi qu'il doit se maintenir une tension maximum inverse base émetteur de 5 volts. Donc on va voir qu'on peut déjà facilement mesurer ces deux paramètres. Donc pour faire ça, je fais quoi? Ben là, je vais mettre mon alim là, qui monte jusqu'à 60 volts. Et je vais brancher le transistor, là sur une breadboard, avec le montage suivant, c'est-à-dire que j'ai court-circuité la base et l'émetteur que j'ai mis à la masse, et le collecteur, je l'ai mis ici en série avec une alimentation, qui peut monter jusqu'à 60 volts, et dans les sens assez élevés, là j'ai pris 470 kΩ. Pourquoi? Parce que si à un moment donné j'atteins, on va dire, la tension max, eh ben, avec un si faible courant, il y a peu de chances que ça le détruise, le transistor passera en mode d'avalanche, et ça me permettra éventuellement de le mesurer. Alors, petite astuce, pour ce genre de transistors, si on veut les mettre facilement dans les breadboards, on voit que les pattes qui sont plates, c'est pas très facile, donc il faut les tourner. Mais alors, il faut surtout pas le faire comme ça, parce que comme je l'ai déjà dit, il faut pas faire d'effort au niveau du boîtier. Donc, petite astuce hein, sur ce genre de choses, on pince comme ça avec une pince les pattes à un niveau, par exemple ici, et on les fait, voilà, là j'ai déjà fait, on les fait pivoter, et en faisant ça, on force beaucoup moins, ça rentre bien plus facilement dans la breadboard. Donc voilà, c'était la petite astuce de Maurice gratos du jour. Donc là, je mets mon transistor, voilà, comme je l'ai dit, et bien sûr, je vais mettre donc là un voltmètre hein, entre la masse et le collecteur, et on va augmenter la tension. Hein, normalement, il ne devrait passer aucun courant dans le collecteur, donc la tension devrait suivre celle de la ligne. Donc voilà, hein, je filme, bon là j'utilise mon multimètre Keysight, hein, donc là bah, pour l'instant il y a 0, même tension légèrement négative, c'est la lime. Donc là voilà, j'augmente la tension,
Donc voilà, 7 volts, jusque là tout va bien. Donc là, j'ai à peu près à 20 volts sur la lime, là je suis à 20 volts, tout va bien. Et je dois pouvoir monter plus, donc là 30 volts, jusque là tout va bien. Et bah, moi jusqu'au max qui donne, à savoir ici 45 volts. Voilà, on peut voir qu'il n'y a vraiment aucun courant qui passe. Et donc, bah, voilà, manifestement, ce transistor, il passe pas en régime d'avalanche avec 45 volts. Donc, je pense que, au moins sur ce paramètre-là, on peut dire qu'il y a des chances que ça soit peut-être réellement un BT135. Ah, et on peut s'amuser à monter un peu plus, voir si on atteint justement la tension d'avalanche. Hein. Avec ma résistance, normalement, je risque pas grand-chose. Mais on peut voir que là, je vais au max de mon alim, 60 volts. Et que, bon, manifestement, voilà, il encaisse. Donc à la limite, il va au-delà de ses specs. Mais ici, je peux dire qu'il n'y a pas de problème pour la tension maximum collecteur-émetteur. Donc maintenant, bah, je vais changer de brochage. Je vais faire exactement le même montage, mais je vais mesurer en inverse la tension base émetteur. Voilà, hein, ce qui va me permettre de vérifier si c'est bon. Donc là, c'est bien sûr la tension inverse. Hein. Donc qu'est-ce que je fais? Là, je mets la base, on va dire, à la masse, et j'attaque ici l'émetteur. Et là, je refais la même manip, donc je monte la tension. Voilà, on voit que ça tient très bien à 5 volts. Par contre, on peut essayer de la mesurer. Et voilà, là, on voit que maintenant, ça n'augmente plus. C'est-à-dire que là, par exemple, la tension de la lime, pour info, là, c'est 20 volts. Et là, on voit que je suis bloqué à 7 volts. C'est-à-dire que là, ça marche un petit peu comme une diode Zener, si on veut. Ça veut dire que la tension max d'avalanche entre la base et l'émetteur, eh ben, c'est 7 volts, hein, en inverse. Mais on voit qu'on est largement au-delà. Hein, voilà, là, si je redescends, ça marche. On est au-delà des 5 volts du datasheet. Voilà, donc ce qu'on peut déjà dire, c'est que sur ces deux paramètres ici, à savoir la tension max qu'on peut tenir et inverse, eh ben, on a vérifié, hein, et vous voyez que c'est quelque chose de très simple à faire, il suffit d'avoir une alim et un voltmètre, un multimètre, ou voilà, capable de mesurer ça, et c'est bon. Bien, alors maintenant on va pouvoir mesurer un petit peu d'autres paramètres, en particulier le courant max, hein, voilà, comme j'ai dit, là, ça peut tenir soi-disant 1,5 ampères, donc on va lui faire passer 1,5 ampères. Bon, un pic de 3 ampères, c'est quoi pic? Voilà, ça veut dire que au moins s'il tient 1,5 ampères, même si on fait, voilà, on va essayer au max de la lime, faut pas dépasser 500 mA de courant de base, hein. Bon, ça, après ça peut le détruire, donc ça c'est pas vraiment des caractéristiques. Et là, dans ce qui va être intéressant de mesurer, eh ben on va justement lui faire passer 1,5 ampères, mais on va regarder le fameux VCE-SAT, hein, voilà, c'est-à-dire que là, voilà, avec un courant de base de 50 mA, on voit qu'il est censé être saturé, hein, et à 0,5 ampères, on ne devrait pas dépasser 0,5 volts. Donc ça va être assez facile, on va voir, de le mesurer. Et après, ce qu'on va faire, bon, on va essayer de mesurer un petit peu son gain en courant, et voir si on est plutôt dans les bornes. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour faire ça? Alors, on va quand même travailler avec des puissances qui ne sont pas négligeables, aussi bien dans la charge, hein. Là, j'ai pris une résistance de 8,2 ohms, enfin bon, qui tient quand même relativement du courant. J'ai rajouté, comme on peut le voir, là, un petit radiateur au transistor, parce que, pas tellement quand il est saturé, mais quand on va faire les essais de gain, il va aussi dissiper un peu de puissance. Et de toute façon, dans la mesure où on est sur une breadboard, voilà, si ça chauffe trop, ça va vite se mettre à fondre. Donc quand ça chauffe, on va éviter quand même que ça dure trop longtemps. Alors le montage que j'ai fait, c'est quoi? C'est tout simplement ça. À savoir le transistor, ici, une résistance de 10 ohms dans la base et une alimentation, vu que j'ai une alimentation double, un petit peu comme celle que je vous ai montré, qui va me permettre de faire varier le courant dans la base. Et une charge, là, qui est donc une résistance de 8,2 ohms, avec ici une deuxième alimentation, hein, qui peut fournir jusqu'à 2 ampères, et que je vais aussi pouvoir varier. Et ce qu'on va pouvoir mesurer aussi, c'est la tension collecteur-émetteur avec un voltmètre. Alors pour info, un deuxième astuce de Maurice, on voit que la résistance de puissance ici, elle a des pattes qui sont assez grosses, hein. Et pour les mettre facilement dans la breadboard, l'astuce là, c'est comme on peut le voir, c'est avec une pince coupante de les couper en biseau. Voilà, je sais pas si on voit bien. Hein, voilà, en se mettant comme ça, très en biais. Et ça rentre beaucoup plus facilement dans la breadboard. Donc voilà, alors ce que j'ai fait, c'est que, en fait, j'ai changé de voltmètre.
J'ai pris celui-là, pourquoi? Parce que ça va, à mon avis, permettre quelque chose d'intéressant, à savoir, voilà, de voir ensemble, là, tous les paramètres, au fur et à mesure que je filme. Et je pense que ça va être plutôt sympa. Donc là, on va essayer de pousser un peu les fils de sonde pour voir ce qu'on fait. Voilà. Donc là, ça, c'est la tension de charge, le courant de charge. Et ici, on va avoir... Je vais peut-être essayer d'améliorer l'éclairage. Voilà. Et ici, donc, on a la commande de la base. Alors, allons-y. On va déjà mettre en route le multimètre en mode voltmètre continu. Et voilà. Alors, ce qu'on va déjà regarder, justement, eh ben, c'est les 1,5 ampères. Alors, pour faire ça, ce qu'on va faire, dès le départ, on va saturer le transistor. Hein, c'est-à-dire que, justement, on voit que je vais m'arranger pour faire passer à peu près 50 milliampères dans la base. Ça marchera mieux si j'allume, là. Voilà, donc 50 milliampères dans la base. Voilà, j'y suis à peu près. Et là, on voit qu'il y a déjà un petit peu de tension ici. Alors ça, c'est lié un petit peu à des fuites, mais voilà, si j'augmente la tension de charge, voilà, là, par exemple, je suis à 500 milliampères, et on voit que le VCE SAT, ici, est de 145 millivolts. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Alors, comment on peut voir que le transistor est saturé? On peut voir que si je fais varier ici le courant de base, ça varie un tout petit peu le VCE SAT, mais ça varie pas du tout, là, le courant, je veux dire, à cet endroit-là, hein, ce qui prouve bien qu'il est hyper saturé, le pépère, hein. Donc là, voilà, je reste comme ça. Et maintenant, je continue. Donc là, j'augmente la tension. On voit, là, je suis à 1 ampère, avec un VCE SAT de, comme on peut voir, 300 millivolts. Et là, je continue pour 1,5 ampères. Alors, bien sûr, hein, ça commence à chauffer un petit peu au niveau de la charge. Mais qu'est-ce qui est intéressant? C'est que on peut voir que c'est plus saturé du tout, le PPR. Pourquoi? Parce qu'il faut que je mette un courant de base plus important ici. Et là, on voit que ça fume. Donc, je vais tout arrêter. Et donc ici, ce qu'on peut voir, voilà, on peut mesurer 468 millivolts pour 1,5 ampères. Bon, alors je baisse vite fait. Pourquoi? Parce que c'est en train de chauffer dur. Hein, et comme je dis, j'ai pas envie de tout fondre. Mais en fait, on est bon. Hein, parce qu'on peut voir qu'en VCE SAT, hein, avec un courant collecteur de 0,5 ampères et 50 milli, il dit 0,5 volts. Donc si déjà on se remet dans cette configuration-là, hein, c'est-à-dire ici, comme je l'ai dit, 0,5 ampères et là 0,5 ampères, voilà, enfin 50 milli et ça, là on peut voir qu'on a 142 millivolts. On pourrait aller jusqu'à 0,5. Hein, avec un courant comme ça et un courant de base de 50 000. Donc cette manip, elle montre quoi? Elle montre deux choses intéressantes. C'est que il tient bien les 1,5 ampères, hein, manifestement il n'en est pas mort, et que la tension VCE SAT est largement meilleure que le max qu'ils indiquent dans le datasheet. Donc sur ce paramètre, on est bon. Alors maintenant, on va essayer justement de regarder un petit peu le gain. Pour essayer de mesurer le gain, j'essaye de faire passer un courant pour avoir un VCE SAT de 2 volts. Voilà, de toute façon c'est approximatif. Mais là, ce qu'on peut voir, voilà, c'est qu'un courant, on va dire entre 0,500 et un peu moins d'un ampère, pour un VCE de 2,7 volts, eh ben, on peut voir que le courant de base, il est de l'ordre de à peu près 15 milliampères à vue de nez. Alors, qu'est-ce que ça nous donne comme gain? Eh ben, c'est, on va dire, 0,8 divisé par 0,015. Voilà, ça nous donne un gain de 53, à peu près. Hein. Honnêtement, là, comme c'est pas très précis ici l'ampèremètre, mais voilà, ce qui est intéressant de voir, c'est que voilà, on est de toute façon bien supérieur à ce que donne le datasheet. Encore une fois, de toute façon, voilà, mesurer le gain avec une super précision ici, ça n'a pas tellement de sens. L'idée, c'est de voir que on est quand même meilleur que le min du datasheet. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Hein. Le but ici de cette vidéo, c'est pas de dire que c'est pas de vous donner une méthode qui dit voilà, avec n'importe quel transistor, vous faites ça et vous serez bon. D'abord, il y a plein de modèles de transistors, il y a plein de cas, et en même temps, dans ces paramètres, il y en a qui sont plus ou moins faciles à mesurer. Là, il se trouve que c'est un transistor basse tension, mais imaginez que vous voulez, je sais pas, un MOSFET qui tient jusqu'à 600 volts. Pour mesurer sa tension de claquage, il faut déjà avoir une aline qui monte jusqu'à 600 volts.
c'est pas impossible, enfin voilà, c'est déjà un équipement moins courant. En plus, les montages à faire pour tester peuvent être plus ou moins complexes. Une autre chose, ici, j'ai fait aucun test dynamique, j'ai fait que des tests statiques. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai pas du tout mesuré le temps de commutation. Alors sur un BD135, a priori, de toute façon, c'est fait pour faire de l'audio, de la BF. Je veux dire, c'est pas vraiment important, mais si vous achetez une diode censée être rapide pour une alimentation à découpage ou un transistor HF, là, ça peut être gênant. Et voilà, faire certaines mesures, comme de la capacité ou des mesures de fréquence max ou des choses comme ça, devenir bien plus compliqué et nécessiter éventuellement aussi des équipements plutôt coûteux ou complexes qu'on n'a pas forcément en tant qu'amateur. Donc là, l'idée, c'était pas de vous dire, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. L'idée, c'était de vous montrer plutôt un exemple. Mais c'est vrai que, enfin, surtout pour des composants dans l'audio, par exemple, faire les vérifications que je vous ai montrées là, ça permet quand même de lever certains doutes et d'aller un petit peu plus en confiance avant de remplacer un composant. Monsieur Maurice, comment vas-tu? Tiens, j'en ai une bonne pour toi. Est-ce que tu sais comment on appelle la femelle du gnou? Non? Bon, on l'appelle l'artule. T'as pas compris? T'as réfléchi un petit peu, ça te change. Bon, bah, et bien là-dessus, alors la bonne nouvelle, c'est que je commence à arriver au bout de mon rangement. Vous allez me dire, c'est vrai que de ce que vous voyez derrière moi, ça n'a pas l'air d'avoir évolué depuis un petit moment. Mais si vous saviez tout ce que j'ai rangé dans les parties que vous ne voyez pas, c'est vraiment quelque chose. Donc là, voilà, j'arrive bientôt au bout et bientôt je pourrais faire deux choses intéressantes. Déjà, j'ai un colis de fan en attente là qui m'a l'air vraiment super intéressant. Je pourrais vous montrer ça. Et surtout, j'espère pouvoir me remettre sur CP109 et reprendre le cours normal de nos émissions. Là-dessus que le grand Genuine Part garantisse vos transistors et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.